Aujourd'hui, on va parler d'un projet de sciences participatives mêlant les sciences humaines et sociales et la sismologie. Et pour cela, nous recevons Antoine Schmuck, qui est ingénieur de recherche à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg, et Jérôme Arnaud, qui est doctorant au laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication, tous les deux à l'Université de Strasbourg. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on essaie de répondre à vos questions. Comme d'habitude, à la fin de la conférence. Merci beaucoup. Du coup, on va bouger. Tu gardes le micro, peut-être? Non, je peux prendre le micro. Très bien. Bonjour à tous, bienvenue. Donc moi, c'est Antoine Schluck. Je voulais juste préciser un petit peu sur la structure qu'on voit très bien, parce qu'en fait, on a souvent des acronymes où on n'est pas trop. Donc on est à l'Université Strasbourg, donc tous les deux. Et en ce qui me concerne, je suis à l'école et observatoire des sciences de la Terre, c'est l'établissement, dans lequel il y a un laboratoire de recherche qui s'appelle ITES, Institut Terre et Environnement de Strasbourg. Donc on est vraiment dans la recherche, l'enseignement. Donc il y a des maîtres de conférences, il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs. Et puis aussi il y a un service national d'observation. Il y a un petit... Tiens, je pense ça. Voilà, et moi je vais rester là-dessus, très bien. Et donc qui est le BCSF RENAS, qui est un service national d'observation. Donc on observe les phénomènes, on observe la sismicité, et ce qu'on collecte sert aux chercheurs. Donc voilà, moi je suis dans les deux structures en fait. J'agis un petit peu dans les deux structures. C'est juste pour remettre un petit peu le contexte, et c'est à Strasbourg, on pourra en reparler tout à l'heure. Donc, le projet Sismo-Citoyen, il est un petit peu simplifié dans cette figure avec 4 parties. Moi, je vais vous parler des 2 premières parties qui sont impliquées là-dedans, mais on va faire un aller-retour, on va faire ça à 2 voies alternativement. Et donc, en ce qui concerne la sismologie, un premier objectif du projet, c'est densifier les réseaux de surveillance. Je pense que de densifier les réseaux de surveillance, avoir plus de capteurs, plus d'oreilles pour mieux suivre le phénomène, et en plus de l'avoir dans le milieu urbain. Je baisse un tout petit peu. Voilà, c'est un peu. C'est mieux là? C'est mieux pour vous? M'entendez bien jusqu'au fond? Ok. Parce que j'avais un peu l'impression. Tout petit peu, voilà, un peu plus, voilà, parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de retours, c'est un peu désagréable. Ok. Et donc, ces capteurs, on va en ajouter plus. L'idée aussi, c'est de les ajouter là où il y a des enjeux. Les enjeux sont dans la ville, donc je vous expliquerai un petit peu après. Et donc, implanter des capteurs en zone urbaine, et c'est là où vous allez voir que les citoyens vont arriver dans le jeu. Tout à fait. Tout le monde m'entend, c'est bon? Alors, moi, je suis Jérôme Arnaud, je suis doctorant au LISEC, donc le laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et des communications. Et là, je vous présente tous mes collègues pour sciences humaines et sociales, parce que c'est un projet donc, qui lie sciences humaines et sociales et sismologie. Et nous, dans ce projet, ce qui nous intéresse, c'est ces 2 points-là. Donc, plutôt d'un côté, la perception des risques sismiques par les citoyens, qu'ils soient d'origine naturelle ou induite. Même, vous avez senti des petits séismes entre 2019 et 2021, on en reviendra avec ça. Et également, comprendre la relation entre les citoyens et la science. Et quel meilleur endroit pour comprendre ça que des projets de recherche participative. Alors, pour introduire un peu cette présentation, déjà, qu'est-ce qu'un séisme? Donc, vous avez sur le premier diagramme en haut, le petit schéma, un relief, un bassin, des petites rivières qui passent. Et en fait, la tectonique des plaques ou les mouvements des plaques vont déformer. Le sol, il se déforme comme un élastique. Et donc, on va, par exemple, là, on voit la partie gauche va vers le haut, la partie droite vers le bas, et vous voyez que ça se déforme un peu comme un élastique. Et cette déformation, elle est très lente, elle peut être quelques millimètres, moins d'1 millimètre par an, quelques millimètres jusqu'à quelques centimètres par an, et donc cette accumulation peut durer des centaines, voire des milliers d'années, jusqu'au moment où il y a le séisme. Et le séisme, lui, selon la taille du séisme, la rupture va durer quelques secondes à quelques minutes, pour les plus gros, 2 minutes. Les secousses, elles, peuvent durer, même pour les petits, plusieurs dizaines de secondes. Et puis, pour les très gros séismes, on peut avoir des secousses assez importantes, assez longues. Et puis, on se retrouve avec une déformation relâchée. Et on repart sur le schéma d'en haut, on va recharger. Et donc, on a une période qu'on appelle intersismique, où on accumule la déformation, il n'y a quasiment rien qui se passe. Et puis, un moment où le séisme a lieu. Et donc, c'est ce phénomène-là qu'on essaie de pister et de regarder. Et donc, ce que vous avez souvent entendu quand on parle de séisme, on parle de magnitude. Donc, juste un petit rappel sur la magnitude. La magnitude, c'est l'énergie qui part au foyer
là où la rupture se passe, là où le séisme a lieu. Donc c'est vraiment une quantité d'énergie. On parle du foyer, on pourrait imaginer le nombre de bûches de bois qu'on a dans un foyer, dans un foyer, dans un âtre, on fait un feu. Donc ça, c'est l'énergie à la source qui est diffusée. Et cette énergie, cette magnitude, on la calcule. C'est un calcul physique, un calcul sur les ondes. Et si on était capable de la calculer de façon parfaite, il n'y aurait qu'un chiffre. Vous voyez des chiffres selon tel organisme, c'est tout simplement lié à notre incertitude. Et donc ici, il y a un point important qu'on va illustrer par une petite vidéo, c'est que ce n'est pas une valeur régulière, hein, quand vous faites magnitude 1, 2, 3, 4, 5, la magnitude 4, c'est pas 2 fois la magnitude 2. C'est en fait quand vous rajoutez un point de magnitude, vous multipliez par 30 l'énergie. Vous passez de 2 à 3, le magnitude 3 est 30 fois plus énergétique que le magnitude 2. Le magnitude 4 est 30 fois plus énergétique que le magnitude 3, donc à peu près 1 millier de fois plus que le 2. Donc quand vous faites 2 points de magnitude en plus, vous multipliez l'énergie par 1000. Et donc cette petite vidéo, si j'arrive à voir le curseur, je peux le faire là-dessus? Je suis pas sûr. Ah si, très bien. Est-ce que je peux l'arrêter? Est-ce que je peux l'arrêter? Très bien. Donc là, je fais une petite pause. Vous avez à droite les valeurs en magnitude, 5.8, 6.7, etc. La surface du cercle que vous voyez correspond à l'énergie. Et à côté, vous avez un exemple de séisme de cette magnitude-là dans le passé. Et donc, on va s'éloigner petit à petit pour voir justement l'emboîtement de cette énergie par rapport à un événement de 5,8. 5,8, on n'arrivera pas à la fin avec un 11,6. Donc, on ne va même pas multiplier par 2. Vous allez voir comment il va se réduire et comment ces énergies vont se positionner. Alors, je m'arrête juste là pour faire une petite pause, et après, je vais la laisser filer. 5,8 à 7, c'est un petit peu l'ordre de grandeur des magnitudes les plus grandes que l'on s'attend en France métropolitaine, France hexagonale, plutôt le terme qu'on utilise maintenant. 7, on est un peu dans le seuil supérieur. Au-dessus, c'est très discuté. Autour de 6, 6,5, c'est acquis. On sait qu'on peut avoir des séismes de cette taille-là en France hexagonale. Après, quand on parle des territoires outre-mer, etc., avec les subductions, on peut aller sur des événements plus importants. Mais ça, juste pour vous remettre dans le contexte de la suite. Je m'arrête un petit peu avant la fin pour vous montrer quand même les gros événements qui ont fait l'actualité. Alors, je ne parle pas des derniers parce qu'ils ne sont pas dessus, la Turquie n'est pas dessus, mais Haïti 2010, on avait déjà de très très grosses destructions. Vous retrouvez Sumatra en Indonésie, notamment générateur de tsunami. Donc, on a aussi ce genre d'événements qui sont extrêmement destructeurs. Et puis, vous allez voir l'événement du Japon qui va apparaître 2011. Alors, cette introduction, en fait, elle est faite justement pour vous représenter un peu ce qu'on peut voir à l'actualité, ce qu'on peut avoir chez nous, et ce qu'est un séisme, et ce que représentent les différentes tailles de séisme, pour un petit peu avoir le constat pour la suite. Il y a une deuxième information que vous avez souvent quand vous entendez parler des séismes, on vous parle d'un séisme d'une telle intensité. L'intensité, ce n'est plus ce qui se passe à la source, c'est ce qui se passe à la surface, là où vous êtes.
c'est l'intensité de la secousse. Et la secousse, évidemment, plus vous vous éloignez du tremblement de terre, plus la secousse va être faible. Puisque les ondes se propagent et elles vont s'atténuer avec la distance. Et donc, en fait, pour un séisme, si on savait calculer les choses parfaitement, on aurait une valeur de magnitude. Par contre, à chaque endroit où on observe quelque chose, on a une intensité de la secousse qui peut être différente. Et cette intensité, on peut la faire à partir des instruments et d'où on verra l'intérêt des instruments supplémentaires, mais aussi par rapport à l'observation. Par rapport à l'observation que vous pouvez faire de la secousse. Et donc, intensité 1, c'est des chiffres romains. Là, c'est une échelle fermée, pas comme l'échelle de magnitude, celle-là, elle est fermée. Ça va de 1 à 12. 1, personne ne ressent le séisme, c'est uniquement les instruments. 2, vous imaginez une toute petite secousse, c'est quelques personnes qui ressentent, qui sont comme vous, au repos, assis, qui sentent un petit peu les choses. Et plus on va monter la secousse, plus vous allez avoir des effets sur tout le monde va le ressentir, sur les objets, voir la gourde qui va tomber, et puis au bout d'un moment, les chaises qui vont se déplacer, les tables, les pendules, etc. Et à un moment, on va commencer à attaquer des bâtiments. À partir d'intensité 5, on va commencer à avoir des petites fissures sur les bâtiments les plus vulnérables, les plus fragiles. Et plus on monte, plus on va augmenter les dommages sur les bâtiments en fonction de leur vulnérabilité. Est-ce qu'ils sont résistants ou pas? C'est-à-dire qu'on va d'abord attaquer les plus faibles et ensuite les plus forts. Et donc, en regardant les effets sur tous ces indicateurs, on peut remonter à la secousse sans avoir de capteur. Là, vous verrez que c'est assez intéressant. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi chercher des citoyens? Pourquoi on a besoin d'aller chercher des citoyens? Donc, la première chose, c'est de densifier le réseau de stations. Et donc là, il y a 3 cartes. On va commencer par celle de gauche. Celle de gauche, elle représente la sismicité enregistrée, détectée entre 62 et 2021 sur la France hexagonale. Et la taille des cercles que vous voyez avec les couleurs, plus c'est grand, plus la magnitude est importante. Le plus gros séisme sur cette carte-là tourne autour à peu près de la magnitude 6. Vous voyez, dans notre échelle, c'était le tout petit, quasiment le tout petit rond vert qu'on avait avant. L'image du milieu, elle représente, sur toute la surface de la France, on s'est dit, si on a un séisme à un endroit donné, est-ce qu'on a une station sismologique à proximité? En réalité, on a à peu près, tout réseau confondu, à peu près 400 stations sismologiques réparties en France. Vous voyez? Et en fait, on s'est posé la question, est-ce qu'on a une chance d'avoir une station à moins de 15 km du séisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une information de ce qui s'est passé pendant ce tremblement de terre à moins de 15 km? Vous comprenez bien que c'est dans des distances courtes qu'on va avoir des effets, des dommages plus importants qu'à distance éloignée. Et en fait, c'est toutes les zones colorées où on a une station à moins de 15 km. Ce qui veut dire que tous les endroits où il n'y a pas de couleur, dans la carte du milieu, on n'a aucune information à moins de 15 km. On a 0 information de mesure. Par contre, la 3e carte à droite, c'est la même carte, sauf qu'on s'est posé la question combien de communes on a à moins de 15 km. Là où sont les habitants, là où sont les citoyens. Et on voit le changement de couleur. Donc vous avez la petite échelle en dessous de la carte du milieu où on est dans les bleutés, on a un ou deux stations ou communes. Et puis quand on va dans le jaune orangé, on arrive à plusieurs dizaines. Et on voit que la France, finalement, on a plusieurs dizaines de points d'information potentiels qui sont des communes à proximité des séismes, quel que soit l'endroit où on va l'avoir. Donc cette information qui vient de ces communes-là, une information assez importante. Et je change la carte du milieu, la carte du... Ça continue à marcher, c'est bon. Donc c'est juste la technique. La carte du milieu, ce n'est plus une carte de séisme, c'est une carte de secousse. Chacun des petits points, je ne sais pas si vous voyez, la carte elle est composée de plein de petits points. Chacun des petits points, c'est une commune dans laquelle, sur la période 1921-2021, donc sur un siècle, des séismes ont été ressentis. Et la couleur correspond à la secousse la plus forte qui a été ressentie pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir une commune qui a ressenti 3, 4, 5 séismes, on a pris la valeur la plus forte. Donc vous voyez la répartition, alors évidemment c'est un petit peu lié à la sismicité, mais ça montre la capacité d'information que peut avoir le citoyen et la capacité d'observation, parce que nous, on va sentir la secousse, on va la voir, on est des capteurs. Là c'est la même chose en faisant un zoom sur le nord-est pour avoir un peu plus... donc là vous retrouvez Strasbourg, Mulhouse et l'ensemble des séismes, vous retrouvez les événements... alors, sur la partie ouest des Vosges, on va retrouver Rambervillers, notamment, 2003. Et puis, vous retrouvez cette densité de stations, où on voit qu'on monte un petit peu dans les couleurs, mais grossièrement, à moins de 15 km, on a 1, 2, 3 stations. 1, 2, 3 points d'information, sinon on n'a rien. La même chose en mettant la densité d'information qui provient des communes. Et la densité d'information des communes, c'est un zoom sur l'autre carte,
Chacun des points, c'est une commune du nord-est de la France, et chacune des couleurs, donc ça va du vert au plus faible, au rouge, orangé, un peu plus fort, au violet, c'est la secousse la plus forte observée sur un siècle dans la région. Donc vous voyez quand même que notre région, sur un siècle, on observe des événements, on les ressent un peu partout. Alors, ça c'est pour côté sociaux. Donc pourquoi on cherche des citoyens, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'était pour comprendre la perception des sciences de la part des citoyens. Quel meilleur endroit, comme je le disais, que regarder ce que les citoyens pensent pendant une mission législative. Alors, pour ça, la littérature est assez sensible par rapport à cette perception, notamment avec le projet de Roland qui sont des sujets qui sont sensibles, mais qui ne sont pas controversés. Vous-même, vous avez déjà participé à des projets de recherche citoyenne, le comptage des oiseaux, des plantes, les initiatives de blog, là je vais apprendre pour l'éthique, apparemment. Vous avez participé. Mais nous, ce qui nous a intéressé, c'était que la surveillance sismique, c'est également, donc, via ce projet-là, un projet de recherche citoyenne, mais c'est quand on a une question qui intègre une dimension technique importante, parce qu'on va voir juste après avec les sismographes, tout le monde ne peut pas lire ces données-là, mais surtout, c'est un sujet qui est controversé. Voilà. L'utilisation de ces données-là peut être utilisée dans d'autres contextes, notamment de controverses techniques. Et je peux donner un exemple bien concret que vous avez peut-être déjà participé, mais tout ce qui est la géothermie, par exemple. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de voir la science à travers un sujet controversé pour voir s'il y a quelque chose que juste les gens qui sont passionnés par la science qui ont envie de participer. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres intérêts à essayer d'aider les scientifiques à faire de la recherche. Alors, sur cette image en haut à gauche, vous voyez une station sismologique sur le terrain. Le principe que l'on utilise souvent en sismologie, c'est qu'on l'éloigne des villes, parce qu'on veut détecter des petites choses, et on ne veut pas être gêné par le bruit de la ville, le bruit des humains, des camions, des véhicules, des trains, etc. Donc on s'éloigne, on met ça à la campagne. Donc là, vous voyez une station, vous voyez un couvercle. En général, on fait on appelle ça une buse, où on a de l'équipement à l'intérieur. Ça peut être en forage plus ou moins profond, ça peut être proche de la surface. On va le poser. Comme c'est perdu à la campagne, on a des panneaux solaires pour l'énergie, on a des batteries, et on a tout un système. Le défi que l'on a, ici, dans ce projet, c'est d'amener ça dans votre salon ou dans votre logement. C'est un petit peu grand. Et ça, on s'est basé sur des petits capteurs que Jérôme a dans la main et qu'on va vous faire passer. Vous allez pouvoir le regarder, vous faire passer entre vous. Et en fait, c'est pas seulement un capteur, c'est une station sismologique. C'est-à-dire que vous voyez ces petits cylindres que vous voyez. Alors, je vais essayer de voir. Voilà, les petits cylindres que vous voyez ici. Vous voyez par exemple dans celui-là, il y a 3 cylindres dans 3 directions. Ça va nous permettre de mesurer le mouvement dans le sens vertical, dans une direction et une autre perpendiculaire. En général, on aligne une direction nord-sud, une autre est-ouest, l'autre verticale, ce qui nous permet de décrire complètement le mouvement. Les deux autres dessins, c'est des stations différentes. Dans cette station, il y a un numériseur, c'est-à-dire que dans ces capteurs, on a un courant électrique qui est généré par le mouvement dans ces petits géophones, qui vont être convertis en numérique, qui vont être traités et envoyés dans un format informatique via la box Internet. Donc on branche ça sur la box Internet et sur la prise de courant. Vous avez une station sismologique complète et nous, on récupère en temps réel les données qui arrivent chez nous. Et donc, avant que le capteur soit mis chez les personnes, on va le tester. Vous voyez toute une série de capteurs, les petites lumières, vous voyez tous les petits câbles avec les petits boîtiers en plastique, et puis une espèce de grosse casserole renversée noire qui est un capteur de référence. C'est vraiment le capteur professionnel qu'on utilise de haut de gamme. La différence en prix entre une installation chez vous dans le salon et une installation sur le terrain, c'est un facteur 100 environ. Donc ça vous montre que pour une station en extérieur, on peut en installer une centaine. Donc c'est aussi 100 points d'information et d'écoute qu'on a. On teste le capteur, on fait un appel à volontaires, donc là, Jérôme vous reparlera de cet aspect-là, sur une géométrie, on va dire, théorique, optimale, pour détecter des séismes, par rapport à un endroit, une cible. Ici, typiquement, c'était une zone d'activité liée à la géothermie sur laquelle on voulait avoir de meilleures informations, avec un appel à témoignage. Et puis, on installe ça chez les gens dans son salon. Juste pour préciser tout le temps. C'est vrai que là, dans la carte théorique, le mieux, tu me reprends si je... c'est que sur chaque point noir, on roule un citoyen. Voilà. Après, forcément, il y a des gens qui habitent dans la forêt ou dans un lac, mais le mieux, c'est le critère, en tout cas, géographique, c'est ça. Donc ça, c'était pour les critères côté sismologie, mais aussi on voulait faire aussi côté sociologie. Alors,
on avait 3 facteurs discriminants. L'âge, voilà, on essaie quand même d'avoir un petit peu de variété dans l'âge, le genre également, et la profession. Profession, donc on avait 3 catégories, ouvrier, employé, profession intermédiaire et cadre supérieur. Ensuite, la méthode de recrutement, il faut savoir qu'on a eu une très très grande facilité, mais vraiment pour trouver des volontaires à l'Eurométropole de Strasbourg. Mais d'ailleurs, on n'a pas posé la question, mais est-ce que par hasard, il y aurait un des volontaires de Simon Citoyen dans la salle? Ah, Moi. à peu près. D'accord. Vous connaissez quelqu'un qui... non? Ah non, non. Très bien. Donc à l'Eurométropole, c'était hyper simple, grâce à le Jardin des Sciences, que je tiens à remercier encore une fois, qui a partagé tout simplement notre appel sur les réseaux sociaux, et également nous avons pu avoir l'aide de l'Eurométropole pour ça. Et après ces simples petits messages, on a eu, je crois, 300 à 350 volontaires sur toute l'Eurométropole de Strasbourg. Donc il était assez simple pour nous, entre les critères géographiques et les critères sociologiques, pour avoir une belle diversité, c'était très joli. Par contre, on a 2 zones, l'Eurométropole et l'Alsace du Nord. Alors l'Alsace du Nord, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'y a pas une espèce d'organisme central comme ça, il y a des communautés de communes, mais c'est toujours plus compliqué. Donc là, on a été obligé, pour recruter les citoyens, de faire un petit flyer, ça que vous voyez, et on y allait nous-mêmes tracter dans les boîtes aux lettres, chez les particuliers, dans des endroits bien spécifiques, afin de pouvoir recueillir des volontaires, et ensuite voir comment dire. Si on arrivait à avoir une diversité niveau âge, par exemple, voilà, parce qu'en Alsace du Nord, malheureusement, la population est un petit peu plus âgée, donc voilà, on a un petit peu galéré, mais on y est arrivé, et on a pu sélectionner, nous, donc, 60 volontaires entre les 2 zones, c'est ça, hein, si je me souviens bien, voilà, 60 volontaires entre les 2 zones. Je peux passer. Alors, petite vidéo. Alors, comment on va le démarrer? Il faut que j'enlève le curseur. Ouais, on enlève le curseur, mais... Si on y arrive. Attends, je vais essayer. Tu fais le tour de... Parce que... Et... Il faut enlever le curseur, je pense. Voilà, super. Un petit film fait par l'Université de Strasbourg. Un extrait du film. Est un présent rigoureux et hébergeur d'un capteur sismique. Il fait partie de la centaine de particuliers ayant répondu à l'appel du projet Physique aux citoyens, créé en 2017 par l'association de l'école et l'Observatoire des sciences de la Terre et le laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication. Ce projet de sciences participatives a 2 objectifs principaux: augmenter ainsi améliorer l'étude de la société thermalaire et réaliser une étude sociologique de l'approche citoyenne de la psychologie. Quelques minutes suffisent à Mathieu pour faire installer le capteur chez lui. Le petit boîtier de quelques centimètres carrés ne nécessitera quasiment aucune action de l'hébergeur. Guy pourra entre autres surveiller en temps réel la sismicité enregistrée par son capteur. À ce jour, le secteur de l'Eurométropole et de l'Outre-Forêt sont ceux qui accueillent le plus de capteurs sismiques chez des particuliers. À terme, un large réseau couvrant toute la bande rhénane devrait apporter des informations sur la sismicité de la région. Voilà l'installation en elle-même du capteur. Alors, il faut savoir que nous, de notre côté sociologie, on
l'entretien, donc il faut forcément savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la science. Donc pour ça, il faut leur poser des questions. Alors en fait, l'entretien se déroule comme ceci, c'est-à-dire on va directement chez les gens, chez les personnes. L'entretien dure en moyenne entre 30 et 45 minutes. Après, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des fois, je crois que le plus court, ça va durer un quart d'heure. Et plus long, c'était 1h30. Voilà, ça dépend de comment les personnes sont en plein et comment elles ont envie de parler. On utilise ce qu'on appelle un questionnaire semi-directif. C'est comme vous avez vu tout à l'heure, on passe à la perception des sciences, on a un questionnaire qui est déjà fait avec des thèmes bien précis, des questions bien précises. Mais ce n'est pas un questionnaire fermé. Je pense que déjà, ils ont répondu à des questionnaires sur Internet. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir d'avoir un thème, mais que la personne a assez de liberté pour pouvoir nous répondre. Bien entendu, tout l'entretien est enregistré. Magnifique micro Pascal. Mais il faut savoir que si il est enregistré, toutes les données sont anonymisées. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais transcrire l'audio, que je récupère ensuite cette transcription, les seules informations que j'ai de la personne, c'est son genre, sa localisation, Eurométropole ou Alsace du Nord, son âge et sa profession. C'est tout. Donc forcément, il y a parfois des gens qui sont plus marquants que d'autres, et donc je dis, ah oui, cette remarque-là, je sais qui c'est. Mais comme ça nous permet aussi, pour que la personne est plus ouverte de pouvoir dire vraiment ce qu'elle veut sans avoir une espèce de pas de peur, mais en tout cas qu'on cite leur parole, parce qu'ils sont montés d'elle. Et bien entendu, on leur fait signer ce qu'on appelle un consentement éclairé, c'est-à-dire que tout ce que je viens de vous expliquer est résumé sur un petit papier qu'on signe tous ensemble, afin qu'il y ait un lien juridique, voilà, entre nos deux parties. Est-ce que tu peux? Alors, il y a deux entretiens, avec deux sujets différents, deux thèmes différents. Le premier, c'est avant l'installation du capteur. Et là, ce qui nous intéresse plutôt, c'est plutôt le parcours des participants, leur pratique culturelle, l'attachement au territoire. Donc, quand on parle de la vie des participants, c'est plutôt leur niveau d'études, est-ce qu'ils ont un attachement particulier à la science, est-ce qu'ils sont plutôt matheux, plutôt littéraires, ça fait pas mal de choses. S'ils vont au musée, voilà. Leur attachement au territoire, c'est plus est-ce que les gens qui ont envie d'emménager, ça fait un Alsace, parce que ça fait des générations qui sont là. Et par exemple, on a une question est-ce que les gens parlent eux-mêmes alsacien? Voilà, c'est un bon indice. Et enfin, bien entendu, la perception des sciences et de l'Alsace. On essaie de le faire avant l'installation du capteur, justement pour ces perceptions-là, parce qu'au moment de l'installation du capteur, vous avez vu, donc notre collègue Mathieu explique le fonctionnement du capteur, explique par exemple ce que c'est la magnitude, l'intensité, tout ce que finalement Antoine ne juge pas. Mais nous, on fait ça comme ça, on veut savoir. Est-ce qu'il le sait déjà? Ensuite, 6 à 10 mois après l'installation, on a un second entretien, et cette fois-ci, la question c'est est-ce que les gens ont utilisé le capteur? Est-ce qu'ils sont allés voir, est-ce qu'ils ont été renseignés? Quand il y avait un CI possible aussi, peut-être un CI dans 6 mois, soit en France ou à l'étranger. Voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont utilisé et même c'est ce qu'ils ont parlé de. Voilà. Alors, d'un point de vue sismologique, qu'est-ce que peut observer l'hébergeur qui a son capteur chez lui? Donc déjà, on a un premier engagement, c'est qu'il faut que la station soit connectée 24 heures sur 24 au courant et à Internet. On ne sait pas prévoir les séismes, on ne sait pas quand ils ont lieu, donc on ne peut pas se permettre d'avoir un enregistrement intermittent. Donc c'est vraiment un enregistrement continu. Donc si une personne dit, moi, je veux absolument couper mon capteur pendant mes vacances ou ma box Internet, on dira, ça ne peut pas correspondre, on ne peut pas l'installer chez vous. Le deuxième, comme pour les données des entretiens, il y a aussi des données enregistrées, puisque le capteur il est dans une maison, dans un domicile. Moi, j'en ai un chez moi depuis 2017, depuis le début du projet. Il enregistre tout ce qui se passe, toutes les secousses. Il ne fait pas la distinction, il ne va pas enregistrer que les séismes, mais rien d'autre. Un camion qui passe, une voiture qui passe, vous rentrez chez vous, vous claquez la porte, ou vous montez les escaliers. Il y a plein de choses qui vont être du bruit, qui vont être des choses. Donc, il va tout enregistrer ce qui se passe. Donc là, on a une possibilité. Donc, on a un consentement éclairé où on explique tout ça. Mais on a aussi deux solutions pour l'hébergeur. Il y en a une, c'est que ces données sont ouvertes. Si elles sont ouvertes, ça suppose que n'importe qui peut voir les données qui ont été enregistrées à n'importe quel capteur. Vous qui n'avez pas de capteur chez vous, vous pouvez aller sur le site de Raspberry Shake, aller choisir un capteur et regarder. Sauf que ça ne se fait qu'une demi-heure après. Pendant une demi-heure, vous ne verrez que les choses décalées, minimum une demi-heure. Vous pouvez rechercher dans le passé. La deuxième information qu'il y a en termes de protection, c'est que la localisation exacte n'est pas sur la carte. Si vous prenez les points des capteurs et vous zoomez, vous n'allez pas trouver le point exact. Il y a un flou qui est rajouté de façon artificielle et aléatoire d'1,5 km, grossièrement, autour, n'importe où. Donc le capteur, par exemple, qui est chez moi,
quand je regarde, il est au milieu de l'autoroute. J'habite pas au milieu de l'autoroute, et donc c'est parce qu'on est à une certaine distance. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que ces données, donc, pour être partagées, elles peuvent être aussi non partagées avec tout le monde, mais uniquement avec nous. Et pour chacune des stations, on a créé un tuyau qu'on appelle, d'un point de vue informatique, le VPN. C'est un tuyau qui va aller directement de la station jusque chez nous et qui va ramener les données chez nous sans passer par qui que ce soit d'autre. Dans ce cas-là, c'est que nous qui voyons la station et personne d'autre ne la voit. On peut avoir les deux tuyaux, minimum le nôtre. Et nous, évidemment, on a la localisation précise parce qu'on a besoin d'avoir cette localisation pour pouvoir travailler. Mais elle reste peu partagée. Je voulais ajouter un point. Ouais, juste intéressant de dire que quand on donne la possibilité à une centaine de volontaires, sur les 100, là tu me coupes si je me trompe, il n'y a qu'une seule personne, enfin qu'un seul volontaire qui a décidé de ne pas partager ces informations de manière publique. Voilà. Ensuite, il voit, ça c'est une petite connexion qu'il a de son ordinateur où il a les choses qui sont enregistrées sur le capteur. Il peut se connecter à n'importe quel moment. Et vous voyez cet enregistrement qui fait 12 heures, qui fait en partie la nuit, à partie la journée. Donc chacune des lignes que vous voyez, c'est un quart d'heure. Les couleurs, c'est juste pour faire une séparation entre les lignes, pour qu'on arrive bien à les observer. Et vous avez 12 heures. La partie haute, c'est la partie pendant la journée. Vous voyez le bruit ambiant, pas spécialement dans la maison, ça peut être dans la rue à côté, etc. Et puis vous voyez la nuit, c'est beaucoup plus calme, la partie basse, c'est vraiment la partie tout en bas, vous voyez, c'est vraiment très très calme. Et puis ce qui est entouré d'un petit pointillé noir, c'est un petit séisme qui a lieu assez loin, alors je ne m'appelle plus, mais c'est vraiment un petit événement vu loin. Donc malgré que ce soit un tout petit événement, probablement pas ressenti, cet événement ressort du bruit, notamment de la nuit. Donc ça montre quand même que ce bruit, il existe. C'est une contrainte. Par contre, ça ne nous empêche pas de voir toute une série de choses. Et là, on parle du signal brut. On n'a rien filtré, on n'a rien corrigé du tout. Et puis, l'analyse des enregistrements, il y a différents outils d'analyse avec des interfaces. Donc, soit par le constructeur de ce capteur, Raspberry Shake, soit par nous. Et je vous montrerai un petit peu ce qu'on peut voir. Si on va voir sur notre site d'Observatoire National, BCSF-RENAS, on va regarder par exemple cet événement, c'est le magnitude 3,9 du mois de juin 2021, donc événement induit géothermie, le plus gros. On voit, alors je vais reprendre le petit outil, voilà, est-ce qu'on prend, il me voit pas, c'est pas grave, je vais le reprendre. Dans tous les capteurs, donc vous avez la carte en haut à gauche, c'est la localisation du séisme. Voilà, merci. Super. Là, on a la localisation du séisme. Ici, sur notre site, on donne les séismes les plus importants à proximité qui ont eu lieu dans le passé, sur une certaine durée. Vous voyez tous les signaux de chacun des capteurs, donc permanent, chez des citoyens. On utilise la même chose, organisée par distance par rapport à l'épicentre, par rapport au séisme, donc du plus proche au plus éloigné, et puis là, à quelle heure les ondes arrivent, etc. Et quand vous regardez ça, ce que j'encadre en rouge, ce sont les stations, ces fameuses stations Raspberry Pi, stations citoyennes. Donc vous voyez qu'elles sont proches de l'événement et qu'elles contribuent de façon très importante à la localisation. Dans les, on a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Sur les 13 signaux, les 13 premiers signaux, on a 7 stations Raspberry Pi. Donc on voit leur contribution en distance courte. La deuxième chose qu'on fait, on fait des rencontres avec les hébergeurs, des rencontres qui sont organisées, qu'on appelle des sismo-SAMTICH. Alors tous ceux qui sont régionaux, ils voient ce que veut dire SAMTICH, donc un petit peu à côté convivial. Voilà, il y a un petit peu de convivialité, où on présente nos résultats. On a aussi l'explication sur les séismes, sur les différents aspects. Donc le premier qu'on a fait, c'était en février 2024, dans une salle, alors c'était juste à côté, et on avait fait ça au musée sismologique aussi. Le deuxième en avril 2024 à Mulhouse, à la Nef des Sciences. Puis en octobre 2024 à l'IUT de Haguenau, et à Célestat, dans un bâtiment de la commune, le dernier. Et donc on va recommencer ce cycle-là. Et ça, ce sont des moments où on peut expliquer des choses, répondre à des questions par rapport aux hébergeurs qui ont ces stations-là, et puis leurs proches qui sont aussi invités à venir, évidemment. Et évidemment, de ce cycle-là, il faut regarder comment les gens interagissent avec les scientifiques, et également aussi comment les scientifiques interagissent avec les citoyens. C'est également, ces éléments-là sont également enregistrés. Alors, les éléments de convivialité, on les retrouve sur la table. Évidemment, on trouvera des bretzels et d'autres petites choses intéressantes pour
faire une rencontre un peu sympathique pour tout le monde. Il y a un autre point que l'on a et que vous pouvez voir, qui n'est pas réservé aux hébergeurs, c'est le site du Sismo Citoyen. On a un site internet qui est lié au projet, et donc on a pas mal d'informations dessus, donc la lettre d'information, des tutoriels qui expliquent un certain nombre de choses, les médias, le petit reportage qu'on vous a montré avant, il y a le lien, vous allez pouvoir le regarder, et puis aussi où on présente les travaux qui ont été utilisés par ces stations, et je vais vous faire quelques exemples tout à l'heure, et puis ces rencontres, les gens posent des questions, les hébergeurs, leurs proches posent des questions. On reprend ces questions, on les réanalyse, on leur répond évidemment en temps réel, mais on les reprend dans une section des questions fréquentes par différents thèmes, et donc les gens peuvent aller voir ce qui a été posé comme question précédemment, etc. Donc c'est le point le plus important de ça. Ce fameux réseau Raspberry Shake, la station que vous promenez, là, qui est fabriquée par une entreprise depuis 2016, donc nous on a tout de suite commencé derrière, ils ont, vous voyez, chacun de ces petites couleurs, alors pas les points rouges, parce que les points rouges c'est les séismes, mais les autres sont des capteurs déployés au niveau mondial. Ils en ont vendu à peu près 6000, grossièrement à l'échelle mondiale. Par contre, si on zoome un petit peu sur la France, on va voir que les zones sont déjà un peu limitées. On voit des choses près des Pyrénées, hein, c'est dans le secteur de Pau, des collègues qui font des travaux aussi. Et puis, on voit quelques petites choses dans les pays frontaliers. Puis, quand on zoome, on se retrouve sur l'Alsace, où on voit toutes ces stations qui sont les stations de notre projet, le projet Sismo Citoyen, avec les hébergeurs de la région. Alors, il n'y a pas que l'Alsace, hein, on va aussi dans les Vosges et en Moselle pour englober un petit peu tout ça. Et puis, on zoome ici, on se retrouve dans la région donc de Strasbourg, où on voit le réseau de Strasbourg, et puis aussi le réseau Nord-Alsace, Outre-Forêt. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me venir. Ça y est, il me fait de nouveau. Tu fais quoi? Il m'a bloqué, il m'a figé. Ah non, alors l'ordinateur bug. Je vous laisse regarder. Pardon. J'avais un truc que je voulais ajouter, je vais en profiter et je vais oublier. On est où? Alors, on est à... On va le laisser Tu sais comment... Donc là, vous voyez, en fait, je ne vais pas trop insister, mais j'en profite un peu de la pause pour en parler. Il y a un autre aspect qui nous intéresse beaucoup. Là, on voit le côté comment on peut observer des signes, délocaliser, avoir plus d'informations. Mais il y a autre chose. Vous avez vu ce que je vous parlais en termes d'intensité de la secousse, en termes d'observation. En fait, on fait aussi appel aux citoyens. Ça, on le fait depuis plus de 20 ans. Ça fait 25 ans qu'on fait ça. Ça va commencer en 2000, où on appelle les gens à témoigner chez nous. Ils remplissent un questionnaire, ils choisissent une petite imagette. C'est vraiment des questions. Plus la secousse est forte, plus il faut répondre à des questions. Parce qu'il y a des questions super pertinentes. Si la secousse est faible, c'est pas la peine de dire que les bâtiments ils font rien. Donc on ne répond pas à ces questions-là. Et en fait, ce qui nous intéressait, c'est que le témoignage, on l'avait, et on avait un capteur qui était dit qu'il avait tout. On se dit, mais comment on fait la relation entre ce que les gens les observent et la mesure? Là, la mesure est là où est la personne. C'est-à-dire que l'hébergeur, si lui ressent quelque chose dans sa maison, s'il nous décrit son observation, on va pouvoir faire une relation entre les mesures et son observation visuelle et ressenti aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on a 35 000 communes en France, et on a 400 secteurs. Donc on ne remplacera jamais les 35 000 communes et les informations. Donc ce n'est pas la même qualité, la même précision qu'une mesure précise d'un mouvement du sol par un capteur, mais c'est une information qui est très utile, vous verrez. On en fait des cartes de secousse qui sont très utiles en gestion de crise aussi. Et donc, je reprends, si la machine veut bien fonctionner. Voilà. Et donc, sur cette carte-là, vous retrouvez ce qui est sur le petit panneau à l'entrée. C'est l'ensemble des stations, donc c'était au niveau de début 2025, toutes les stations qui ont été installées dans le cadre de ce projet-là. Donc, tous les Sismo citoyens, tous les hébergeurs. Donc, on voit un peu le focus Mulhouse, focus Strasbourg, Outre-Forêt, un petit peu au niveau de Célestat, et puis quelque chose aussi au niveau des Vosges qu'on va un petit peu densifier dans le futur. Et si on regarde, en fait, ces stations sont aussi complétées, ou elles complètent plutôt les réseaux permanents qui existent déjà. Donc sur la carte de droite, tout ce qui est en bleu clair, ce sont ces petites stations Raspberry Shake que vous avez. Tout ce qui est en rouge, ce sont les stations permanentes que l'on a en nord-est de la France, donc du réseau sismologique national. Et puis celles qui sont en bleuté foncé, ce sont celles des pays frontaliers. Et donc, vous voyez bien qu'on a un réseau
et assez étalé qu'on va densifier avec ces réseaux de citoyens qui sont dans les zones qui nous intéressent. Et puis, quand on a un événement intéressant, et j'en parlerai, c'est l'événement de Sirens qui a eu lieu il y a quelques années, eh ben, on va densifier avec une petite station, mais qu'on va laisser juste un mois. C'est des stations qu'on plante dans le sol, elles enregistrent, il y a une batterie à l'intérieur, mais la batterie, au bout d'un mois, elle est vide, donc on récupère tout ça, ce qui nous permet de faire un mois d'enregistrement. Donc vous avez des stations permanentes qui fonctionnent tout le temps, vous avez des stations citoyennes qui fonctionnent depuis, on va dire pour les premières 2017, mais surtout 2018-2019, et vous voyez le réseau. Et puis vous avez des stations qui sont liées à des études temporaires que l'on fait. Donc on emboîte géographiquement la densité et le temps pour faire les choses. Là, on se retrouve, je vais vous faire 3 exemples d'événements et d'apports de ces mesures sismologiques. Le premier, bon ça va parler aux gens strasbourgeois ou proches de Strasbourg, c'est des événements liés à la géothermie dans le secteur de Strasbourg. Donc la première image en haut à gauche, vous voyez dans le partie haute, tout ce qui est en bleu-violet, c'est la sismicité induite au niveau de l'installation géothermique au nord de Strasbourg. Et puis, vous avez le nuage rouge, qui était le nuage à la Vansenau, qui était observé et qui a secoué assez fortement Strasbourg le 12 novembre 2019, et qui a pas mal réveillé. Et en fait, quand vous prenez le nuage de point le haut, et vous rajoutez les stations Raspberry, et vous rajoutez les programmes que l'on peut faire, vous voyez l'image du bas, qui est quelque chose de très petit, où l'on voit vraiment des alignements de sismicité. En fait, grâce au nombre de stations que l'on a, au nombre d'observations que l'on a, au lieu d'avoir un nuage de points en disant on a de la sismicité dans ce secteur-là, on va pouvoir voir les lignes, on va voir comment elles s'alignent, on va savoir beaucoup plus précisément où se passe cette sismicité. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça nous permet de voir l'orientation des structures, ça nous permet d'avoir une très bonne discrimination entre la profondeur, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est à 5 km, à 3 km, 1 km de profondeur? Ça peut changer tout dans l'interprétation et dans l'analyse qu'on peut en faire, et que ce soit pour nous ou pour des industriels. Donc là, c'est quelque chose d'important, et on revoit la contribution des capteurs. Et alors, cette image, moi je l'aime bien. Chaque fois que vous voyez un trait vert, c'est une station Raspberry, donc elle est un petit peu une petite Raspberry qui est au-dessus. Et en fait, l'amplitude de la barre verticale, c'est le nombre de fois où on a pu mesurer un séisme sur cette station-là. Et ce diagramme, cet histogramme, correspond aux événements que vous voyez sur la carte. Et en réalité, vous voyez que la contribution des stations Raspberry Shake, elles sont importantes, les stations citoyennes, je vais plutôt utiliser les stations citoyennes, on va arrêter d'utiliser le nom, les stations citoyennes, elles contribuent de façon très importante à la localisation, et même la station qui a vu le plus d'événements, c'est une station citoyenne. Vas-y, je t'en prie. Par rapport à ce qui s'est passé à Strasbourg et à la conférence de la géothermie, je tiens aussi également à insister que c'est grâce à ces capteurs-là, qui sont donnés au public, bien sûr les industriels ont également des capteurs, des capteurs privés, où les scientifiques, on peut dire, attendez, là ce qui est en train de se passer, ça vient de votre industrie. Donc, les capteurs Raspberry Check ont permis aux scientifiques d'avoir ce genre d'informations. Alors, un deuxième exemple, là, on va sur un événement naturel. Donc, pas du tout induit, pas du tout lié à une activité industrielle, quelle que ce soit. On est sur un séisme, le séisme de Sirens, le 10 septembre 2022, 4,8. Donc, petite anecdote dessus, c'est que ce séisme-là a été ressenti à Strasbourg, très faiblement. Et les Strasbourgeois ont très vite mis, enfin certains Strasbourgeois, en tout cas à proximité, sur les réseaux, on dit « Ah, la géothermie, de nouveau la géothermie ». Et donc dans la minute qui suivait, ou dans les 2 minutes qui suivaient l'événement, on avait à peine de la localisation automatique, qu'on avait les médias qui nous appelaient pour nous demander de confirmer si c'était un événement géothermique ou pas. Là, on se retrouve quand même près de Mulhouse. Vous voyez, c'est un événement qui n'est pas très gros, ressenti sur Strasbourg, donc voilà, il y a tout cet aspect-là, évidemment, de la vie de tous les jours. Mais moi, je me rappelle très bien, j'étais d'astreinte, j'avais le téléphone, donc c'est sur moi qu'ils se sont tombés un peu les médias, puisqu'on a aussi cette activité chez nous. Ici, donc, on a la localisation, comme je précisais avant, avec en haut la station la plus proche de l'événement, et puis on se retrouve avec des stations Raspberry Pi. La première, en verte, qui était encadrée, c'est une station permanente accélérométrique, et juste à côté, à 1 km, donc la première fois qu'elle était, j'arrive pas à dire d'ici, mais c'était à quelques kilomètres, donc on était très très près, et on avait 2 stations Raspberry Pi qui donnaient aussi des informations. Alors là, je vais passer un petit peu sur l'autre aspect, la dernière carte là. Jusqu'à présent, je vous parle de séismes, ils sont où, à quelle profondeur, quelles sont leurs tailles.
Mais ce qui nous intéresse aussi, nous, c'est quelle est la secousse. Ce qui s'intéresse les gens en gestion de crise, quelle est la secousse qu'on en a, et on veut savoir ça le plus vite possible. Donc dans la carte de droite, on appelle ça des shake maps, shake comme milkshake, hein, c'est la secousse, on secoue, map une carte, donc c'est une carte de secousse. Si vous regardez bien, vous voyez des triangles. Ces triangles, ce sont les stations sur lesquelles on a de la mesure. Et chacun des ronds, c'est une commune dans laquelle on n'a pas de mesure, mais dans laquelle on a des témoignages. Et ces témoignages, c'est sur notre site France Séisme. Vous pouvez à n'importe quel moment venir, si vous ressentez un séisme, vous tapez franceséisme.fr, tout attaché. C'est marqué en bas à droite, d'ailleurs, sur l'image. Et vous pouvez remplir le témoignage et témoigner sur un événement. En utilisant les témoignages, en utilisant les mesures et en utilisant des calculs, donc derrière, après, il y a toute une série d'interpolations, de la géologie, des lois d'atténuation, enfin, de la physique derrière, on arrive à avoir des cartes de secousse comme elles sont expliquées ici. Donc là, déjà aussi, témoignage, capteur permanent, capteur citoyen, tout ça, ça construit une image qui nous permet très vite de savoir, pas seulement où est l'événement, mais quelles sont ses conséquences en termes de secousse. Et évidemment, les conséquences en termes de secousse, je peux vous garantir que toutes les personnes, soit les pompiers ou autres, sont intéressées à savoir ce qui se passe. Dans ce même exemple, voilà ce qu'on peut voir sur une station Raspberry Shake. Donc là, c'est une station qui est à 9 km. À droite, vous voyez l'événement, comment il est enregistré. Et sur les autres lignes, vous voyez le bruit de la station. C'est une station qui était à 9 km du séisme de Sierentz, qui a enregistré très bien le séisme de Sierentz à droite. Et les deux petits, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y en a un qui est de magnitude 2,8 et l'autre de 2,6, si je ne me trompe pas, ou 1,6. Donc vous voyez même des tout petits séismes, vous voyez la magnitude, entre 2,8 et 4,8, vous avez 1000 fois en termes d'énergie. Et pourtant, vous arrivez à les voir sur ces stations, dans le milieu urbain, chez les gens. Et puis, la carte en bas à gauche, c'est chacune des communes, les témoignages qu'on a pu utiliser. Et le dernier exemple que je vais vous rapporter, qui est un exemple récent, Rittersofen, donc un événement séisme induit. Donc là, on reparle un petit peu de géothermie, donc du 24 juillet 2024, à proximité du site de géothermie. Donc ça, c'est un extrait de la note qui est en ligne. À gauche, vous voyez tous les petits triangles sont les stations utilisées. En rouge, les stations permanentes. Et puis, vous voyez un signal. À gauche, une station citoyenne, Raspberry Shake. À droite, une station permanente de l'opérateur, si je ne me trompe pas. Et donc, vous voyez que les signaux, voilà, ils sont de très bonne qualité, que ce soit sur la station qui circule que sur la station de l'opérateur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire une carte de secousse. On va modéliser l'ensemble de la carte avec les secousses qui vont nous permettre de donner une intensité. Donc, on va mélanger capteur et témoignage. On avait peu de témoignages là, mais on va surtout mélanger les capteurs, on va dire industriels, les capteurs permanents de l'observatoire et les capteurs des sismo-citoyens. Et puis, on va avoir des mesures d'accélération, mais aussi de vitesse, qu'on appelle le PGV. Vous voyez dans la légende, on parle de PGV. C'est l'accélération, le pic en vitesse. Donc, le peak ground velocity, donc c'est le pic au niveau du sol, de la vitesse du sol liée au séisme. Vous avez mouvement en vitesse. Alors, ce qui est intéressant là, je ne vais pas aller trop dans le détail, si vous êtes intéressé, allez regarder la note sur notre site, c'est qu'en fait, il y a des décisions de comportement que doivent avoir un opérateur en fonction des valeurs observées. Et notamment, vous le voyez dans la légende, quand ils sont dans le niveau rouge, ils sont censés avoir un arrêt progressif et obligatoire de leurs activités pour voir ce qui se passe et puis revenir en dessous. Quand ils sont en orange, il y a un niveau plus bas et quand c'est en jaune, on a un niveau de vigilance. Et ça, c'est un arrêté préfectoral. Donc, la présence de capteurs, si vous avez un capteur éloigné de la source, vous allez peut-être avoir des valeurs faibles. Si vous densifiez les réseaux, vous commencez à avoir des informations sur plusieurs capteurs. Et il est évident que dans le décret, enfin je ne sais plus si c'est un décret ou je ne sais plus quel était un arrêté, pardon, dans l'arrêté préfectoral, en fait, il demandait à ce qu'on dépasse le seuil sur plusieurs stations. C'est assez classique parce qu'on peut avoir une station qui peut avoir un problème, donc on demande toujours plusieurs stations. Mais là, évidemment, au-dessus de 2 stations. Et là, évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de stations, en fait, vous déclenchez ce peu de stations. Donc, je ne vais pas rentrer en compte dans tout le débat sociétal, préfecture, DREAL et autres, mais nous, on est à l'observation, on se lie à l'observation, mais on n'est pas décisionnaire, on n'est pas, on n'est pas dépendant de la préfecture en termes de choix politiques. On est un observatoire, mais ce qui veut dire que ces stations contribuent aussi à ces observations. Oui. La note qui a été faite par EOS a permis de réviser les premières mesures de l'industriel. Voilà.
grâce à ces stations-là, les sismologues de l'Aéros, on n'est pas d'accord avec ce que vous avez fait, regardez ce qu'on a fait, ah d'accord. C'était juste pour. Oui, tout à fait. Donc on peut aussi, ça peut nous arriver aussi à nous, le fait de comparer des réseaux et d'avoir des gens qui exploitent des réseaux différents, ça peut permettre de dire, attendez, nous on a vu autre chose que ce que vous avez vu. Et on peut se rendre compte qu'on a fait une erreur quelque part, ou qu'on a un problème dans la transmission des données, ou dans la lecture des données, ou de ce qui est associé aux données, ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire toutes les informations qui sont liées à la mesure, hein, parce qu'en fait on fait une mesure, est-ce que cette mesure elle est un peu déformée ou pas. Et donc là, effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir des réseaux complémentaires, mais pour tout le monde, que ce soit pour nous, pour l'exploitant, pour n'importe qui. Là, je voulais juste refaire un petit schéma de ce qu'on a discuté. Richardson, le dernier exemple, on est à 2,2. Donc là, si je fais le tout petit, c'est quand même à 2,8, donc déjà beaucoup plus gros que le 2,2. Le 3,9 de Strasbourg serait là. Le 4,8 de Sirène serait là. Et puis, je vous ai mis le 5 le Teil et la Laigne, qui sont les deux derniers événements en France qui ont créé des dommages. Donc, le Teil, c'est à proximité de Montélimar. Le 11 novembre 2019, la veille du séisme induit à Strasbourg, c'était juste la veille, on a eu 2 crises, nous, qui sont suivies au terme de laboratoire. La Laigne, c'était au mois de juin 2023, à proximité de Niort. Ce sont des événements qui étaient peu profonds, donc là, la profondeur, elle joue aussi, mais qui ont commencé à créer des dommages sur les bâtiments. Donc c'est un peu pour vous donner, on est dans la limite inférieure des événements qui commencent à créer des dommages sur les bâtiments les plus vulnérables. Donc ça vous donne juste un petit peu l'échelle. Sirène, c'était à 14 km, donc on était beaucoup plus profond. Donc ça explique aussi pourquoi on avait beaucoup moins d'effets au-dessus. Mais on se retrouve, vous voyez, qu'entre le 4,8 et le 5,1, on a une très grosse différence. Et puis si vous comparez le 3,9 de Strasbourg par rapport au 5,1 ou celui de Richardson, en fait j'ai fait ce petit schéma juste pour qu'on arrive à se représenter qu'on n'est quand même pas proche, on est loin de ça. On est quand même dans des niveaux assez différents. Tu voulais, non? Non. Je te voyais. Alors, au niveau de l'année sociologique, parce qu'on fait des entretiens depuis 2017, donc on a déjà quelques résultats. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un peu 2 objectifs côté sociologique, c'est la perception de la science et la perception des risques sismiques, industriels et naturels. Alors, donc cet objectif a évolué suite aux événements de Strasbourg. Donc, en fait, tout pour les entretiens, on s'intéressait qu'à la perception de la science. Donc, en fait, les résultats que vous allez avoir là, ça concerne surtout cette question-là, vu que notre seconde série d'entretien qui comprend cette question des risques, pour vous dire, le dernier entretien que j'ai fait, c'était il y a 2 semaines. Donc, on n'a pas encore eu le temps de tout analyser. Néanmoins, nos analyses qu'on a fait sur la perception de la science, en fait, on les a découpées en deux. Tout d'abord, ce qu'on appelle, c'est ce que les volontaires font au réseau. Pourquoi les volontaires ont envie dans des réseaux? Alors, la majorité des volontaires se positionnent en tant que soutien de la science, dans le sens où, ils voient la science comme un organe de progrès avec des valeurs bien communes. Ils voient vraiment l'utilité et les valeurs morales de la science. Là où ça devient intéressant, c'est qu'ils ne sont pas forcément familiers avec la science. Des gens peut-être qui ont arrêté leurs études très tôt, qui n'ont pas pu continuer. Alors, pas forcément des profs, des enseignants, professeurs d'université. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux critères de recrutement, on avait énormément de professeurs et d'instituteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont c'est bien comme ça, si je vais faire la maison, je pourrais être amené à dans la classe, je pourrais parler. Voilà. Ça, c'est un des biens, mais on les a un petit peu écrémés pour justement avoir un petit peu tout. Et justement, cette diversité nous a montré que on est obligé d'être familier avec la science pour participer. Et aussi, on a remarqué une certaine sensibilité des volontaires par rapport à l'aspect local du projet. Ils sont très contents que la science, c'est chez moi, ça devient concret. Et également, de rencontrer des scientifiques de la région, de Strasbourg par exemple. Parce que les moments d'interaction entre les scientifiques et les citoyens sont assez rares. Hormis là, les conférences. Donc, il était extrêmement sympa. Maintenant, deuxième point, c'est que le réseau à fond volontaire, donc ça, c'est plutôt les seconds entretiens. Comment les gens ont réagi à l'installation d'un capteur chez eux. Alors, il y a une partie des volontaires, en fait, même s'ils sont, soutiennent la science, ils ont quand même un rapport, d'extériorité par rapport à celle-là. C'est-à-dire que je suis très content de vous aider, mais bon, les savoirs scientifiques, c'est compliqué, c'est pas trop loin pour moi. Je suis bien content d'héberger, je vous aide, mais ça va pas plus loin. Je n'ai pas besoin d'avoir de plus de retours des scientifiques que ça. Ça leur correspond bien, ils sont très bien de cette situation. Juste nous aider sans plus. A l'inverse, notre volontaire a plutôt été confronté à la concurrence, dans le sens où il pensait savoir. Alors, oui, moi, je suis passionné par la sismologie, et en fait, de se retrouver devant les sismographes, là, je ne comprends pas, je ne comprends plus. Donc, il y a vraiment un souhait de leur part de comprendre le résultat, comprendre le fonctionnement de la sismologie,
et de pouvoir interpréter eux-mêmes les données afin de pouvoir les propager autour d'eux. Voilà. Et donc, ces personnes-là voulaient vraiment avoir beaucoup plus d'échanges avec la communauté scientifique. Et d'ailleurs, c'est un de ces résultats qui a fait qu'on a eu envie ensuite de faire les sismostatiches, voilà, pour essayer d'expliquer les résultats et aussi montrer que leur capteur sert à quelque chose. Parce qu'il y a aussi un élément que j'ai pas mis dans le diapo, c'est que forcément, on avait une trentaine de volontaires, mais bon, c'était en 2017, enfin, les gens ils oublient, puis ça débranche, et puis donc, les volontaires actifs, s'ils ne sont pas, comment dire, si la communauté scientifique ne va pas vers eux, ben, les gens ils s'oublient, et puis ça débranche, et puis en fait, on n'a plus de capteur. Voilà. Donc, on arrive un peu à la fin de notre présentation, hein, on va se quelques minutes. La suite du projet. Alors, un petit peu, les deux premières parties en noir, là, c'est un petit peu un bilan. Donc, les données sont utilisées par l'Observatoire national, hein, le DCSF-RENAS, dans la routine et d'analyse de la sismicité au même titre qu'une station permanente. C'est-à-dire que chaque événement qui est vu sur une station permanente, on va aller voir sur les stations citoyennes si on le voit aussi, qu'est-ce qu'on voit dessus. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise comme ça de temps en temps, c'est vraiment quelque chose qu'on a intégré dans notre système et dans le fonctionnement complet journalier de notre système. Mais aussi par d'autres organismes, le BRGM, les chercheurs et d'autres personnes, parce que ces données sont ouvertes. Donc avec les protections quand même sur les localisations précises des gens, ce qu'on appelle la RGPD, le consentement, on reste toujours dans ce critère-là. Et puis l'interaction entre hébergeurs et scientifiques qu'on a eu, entretiens sociologiques, sismoscientifiques, qui vont continuer. Et donc nous, on va continuer à faire ces rencontres avec eux. Dans le futur, on a actuellement un réseau d'un peu plus de 110 stations déployées dans la région nord-est. On va en rajouter une quinzaine sur l'année 2025, voire un peu 2026, plutôt dans la partie vosgienne. On va un petit peu étendre sur la partie vosgienne pour mieux encadrer des événements potentiels qui sont sur la partie vosgienne, et notamment se poser des questions si, en bordure des Vosges, on arrive à voir de la petite sismicité qu'on ne voit pas aujourd'hui parce qu'on est trop loin, et qui pourrait justement nous tracer des failles, nous tracer des structures et mieux comprendre ce qui se passe. Mieux comprendre où elles sont, quelles sont les activités, comment ça fonctionne. Et ça, c'est un vrai problème. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est que vous voyez qu'en rajoutant des oreilles, rajoutant des capteurs, on a de plus en plus d'événements. Donc le nombre d'événements qu'on traite, il est en exponentiel. Donc on a vraiment une quantité importante d'événements. Et les analyser de point de vue individuel et manuel est vraiment très difficile. Alors un point que je veux quand même citer à ce niveau-là, qui vous permet de comprendre aussi, on a aussi une notion de proportion et de nombre entre les événements au niveau mondial. On a en moyenne un magnitude 8 toutes les années à l'échelle mondiale. On a à peu près une dizaine de magnitude 7, à peu près une centaine de magnitude 6. On a à peu près un millier de magnitude 5, à peu près 10 000 magnitude 4, à peu près 100 000 de magnitude 3, etc., etc. Donc vous voyez que plus on descend en magnitude, plus on aura un nombre énorme d'événements, mais pas seulement d'événements sismiques, de tirs de carrière, d'autres choses qu'on va aussi voir dans le signal. Les tirs de carrière, ils sont fréquents, les gens ils exploitent les carrières, ils font ça. Donc en fait, on commence aussi à travailler, on commence à avoir des résultats assez intéressants, ce qu'on appelle l'apprentissage machine, ou on appelle ça aussi intelligence artificielle. Alors j'aime bien garder les deux critères, parce qu'en fait la machine, elle apprend sur tout ce qu'on a fait dans le passé pour pouvoir faire des choses dans le futur. Elle ne part pas de zéro. Il y a un apprentissage, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, pour pouvoir le reproduire. Et donc c'est des choses qu'on utilise et qui nous donnent quand même un très bon résultat avec, on arrive à identifier, localiser des séismes qu'on n'a pas été capable de voir par notre analyse classique. Donc là, on peut aussi améliorer aussi notre travail. Écoutez, ce projet côté sociologie, alors aujourd'hui, on va enfin commencer l'analyse des entretiens de la seconde vague d'installation, donc cette fameuse perception des risques sismiques naturels et induits. On a également fait des entretiens avec ce qu'on appelle les représentants des citoyens, les élus locaux et les représentants associatifs, justement sur cette question de risque sismique, que ce soit sur deux zones, d'ailleurs, on l'a fait en métropole et également l'Alsace-du-Nord, on va également utiliser cet entretien-là. Et enfin, le policier ministériel a été un peu clairement le catalyseur de plusieurs travaux multidisciplinaires, notamment sur la controverse de réseau thermique et maintenant du lithium en Alsace-du-Nord. Notamment, le projet TEL s'intéresse principalement aux porteurs de projets de centrales géothermiques en Alsace en général, à la Meuse. Comment ils communiquent avec les personnes, aussi avec les citoyens. Forcément, on va encore avoir cette question de communication avec les citoyens, voir quelles sont leurs interactions entre eux, comment ils utilisent la science également, et comment ils utilisent aussi les données scientifiques. Voilà. Et dernière diapo.
bien entendu, ce projet-là, c'est de la science. Hein. Là, il y a juste moi et Antoine, mais il y a énormément de monde, hein, que ce soit côté sciences humaines et sociales, côté sismologie, avec énormément de structures qui nous encadrent. Et puis, point important, c'est les citoyens hébergeurs. Ils font effectivement partie de cette collaboration et sans eux, sans ces volontaires, sans les personnes qui accèdent à ça chez eux, tout ce que vous venez de vous montrer, une grosse partie, on n'aurait pas vous la montrer. Pour en savoir plus, donc comme ça va être enregistré, ce sera mis en ligne. C'est enregistré, ça va être mis en ligne normalement. Je pense que tu as tapé dans l'enregistreur en fait tout à l'heure. C'est ça qui est tombé. D'accord. C'était session unique, voilà. Registration d'état, l'enregistrement en famille. C'était le consentement éclairé, on a arrêté assez rapidement, donc je sais pas. C'est l'enregistreur qui était. D'accord. Bon. J'espère que ça a quand même marché. Mais sinon, on pourra toujours mettre la présentation en ligne dans le pire des cas. Et donc, vous aurez les liens, vous avez les liens vers les sites principaux sur lesquels vous pourrez rebasculer sur d'autres choses. Et puis, un petit rappel en dessous des soutiens qu'on a eu financiers. Donc, on a pris ça sur des fonds internes au départ pour montrer la faisabilité, etc. Donc, sans aller dans le détail, c'est pour montrer que c'est un processus qui est assez long. On a commencé en 2017. On est déjà à 8 ans au-delà du PROMA. Donc, c'est déjà pas mal. Et merci. C'est important pour nous de pouvoir parler de sciences participatives ici, on est dans le jardin des sciences, puisque l'objectif, c'est quand même de faire un lien sciences-société. Donc, on est ravis de pouvoir accueillir ce genre de projet. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci. J'ai plein de questions, mais je vais me limiter, je vais vous en poser trois. La première question, un peu humoristique, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire du big data? Parce qu'entre le compteur liquide et le truc à vous, on sait le fonctionnement de la savez, à quelle heure on passe l'aspirateur, et je ne sais pas c'est le meilleur. Donc voilà, c'est un peu le côté de données qui sont publiques, et comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées derrière. La deuxième question, un petit peu sérieuse, le compteur a été posé quelque part sur un plancher. Moi, dans mon esprit à moi, mais aussi pour tout le monde, si vous le voir, les compteurs sont posés sur une arme en béton. Est-ce que le fait de poser sur un plancher, et qui même peut être, comme il n'est pas fixé, peut être déplacé par l'utilisateur, quand il passe l'aspirateur, il le pose sur le point, après il oublie de le remettre à vérité, est-ce que ça, c'est pas perturbateur pour vous, pour vos données? C'est ma dernière question. Est-ce que vos utilisateurs, vos citoyens, sont toujours que des maisons individuelles, ou est-ce que vous avez aussi des appartements, notamment en étage dans des immeubles? Parce que là, il peut y avoir des différences aussi. C'est pourquoi ça? Très bonne question. Enfin, il y a plein de questions, évidemment. Alors, sur le côté, je vais commencer par la mesure, donc le plancher. Alors, effectivement, on a le plancher, on met un petit point dessus pour le coupler un petit peu au plancher sur l'édifice. Il est aligné sur le nord, il est tracé, on met un petit scotch sur le sol. Ils ne sont pas censés bouger. S'ils le bougent, ils le remettent réaligné par rapport au nord. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et on leur demande de ne pas le bouger. Donc nous, après, au cas où il le bouge et on n'est pas au courant, on peut réorienter le capteur, parce que du fait d'avoir trois composantes, si on connaît un séisme lointain, on voit son azimut et on peut recorriger si nécessaire en post-traitement. Donc le côté rotation horizontale, on peut le corriger si nécessaire, on demande quand même que ce soit fait, mais c'est on va dire, c'est un problème qu'on connaît et qu'on prend dans les limites d'usage. Quelqu'un qui veut travailler sur le données, on dit attention, ça reste des stations installées de cette façon-là. Sur le côté, le sol, en fait, on l'installe soit au niveau du vrai sol, donc la cave, quelque part, on va plancher directement, soit le premier étage, jamais au-dessus, pour éviter justement l'effet de vide. Par contre, on a équipé tout le bâtiment où on travaille, qui fait 6 étages, le bâtiment perpendiculaire, et là, on a équipé tous les étages en béton. Et là, l'intérêt, c'est justement de tracer l'amplification qu'il peut y avoir dans les étages, voir les modes du bâtiment, les modes complexes, etc. Donc, les gens qui travaillent sur le bâtiment, c'est ça. Donc, après, sur la question, j'assure sur l'installation, on va parler des données. Sur l'installation, on a été principalement dans des maisons, mais pas que. On a eu des appartements, mais pareil, ce sont des appartements qui ne sont pas en état de vie. Se pose une question qui peut venir derrière, c'est que le bâtiment en tant que tel, s'il fait 10 étages, s'il fait 4 étages, même à cause du vent, lui-même va générer des secousses qui lui-même va générer des eaux. Donc là, on va l'utiliser de façon différente en fonction de ce qu'on fait. Mais tout va dépendre de ce qu'on va faire de la node. Si c'est mesurer un temps d'arrivée, on va pas avoir d'influence. On aura juste une amplitude plus grande ou plus faible, parce qu'on va avoir une amplification liée au bâtiment. Mais le temps d'arrivée sera toujours bon.
Donc tout ce qui est localisation ne sera pas affecté par ça. Par contre, on peut avoir des perturbateurs, et il y a des gens qui travaillent avec des collègues, on va travailler avec eux, qui travaillent sur des bâtiments, et en général, ces gens travaillent sur des gros bâtiments. C'est là où on investit pour mettre des stations partout. Mais on a très peu travaillé sur les maisons individuelles. Et je pense qu'on a quand même beaucoup de Français, au sens large, ou d'Européens, qui vivent en maison plus qu'en immeuble. On est dans les grandes villes, quand je parle d'immeuble, maison, on va dire maison individuelle ou quelques 2-3-4 étages, on n'était pas très haut avant. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été observé jusqu'à maintenant. Donc là, les gens, ils vont voir quel est le mode d'organisation, etc. On a aussi vu, alors pourquoi on a fait rez-de-chaussée, premier étage? Parce qu'on a vu dans les témoignages aussi qu'on n'a pas d'impact finalement à ce niveau. Mais on vérifie aussi, et on a tout un travail qui est la limite d'usage des stations selon l'endroit où elles sont installées. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir la meilleure installation, c'est d'avoir l'installation qui correspond à votre besoin, et puis de dire si vous voulez faire plus, cette station ne pourra pas répondre à votre besoin, parce qu'elle est installée dans telles conditions, et vous ne pourrez pas faire le travail. Donc, il est important de savoir ce qu'on fait, et jusqu'où on va. Sur le côté Big Data, ça a été un peu le côté, un peu au début. Alors, quand on a commencé notre projet en 2016, on n'avait pas encore ce côté un petit peu, justement, l'intelligence artificielle qui peut avoir plein de choses. Elle va nous servir, mais en même temps, on peut se poser la question, c'est elle va nous observer. C'est un peu ça, c'est un peu la question qui est sous-jacente. Le premier consentement éclairé, c'est déjà de dire aux gens, les données sont disponibles tout le monde. Vous avez conscience, vous venez au projet, vous venez pas. Vous avez déjà conscience. La deuxième, on leur dit, si vous ne voulez pas les partager, vous les partagez qu'avec nous. Nous, on s'engage à les partager avec personnes en dehors de la recherche, et ces personnes ont obligation, on va les anonymiser, on a des numéros de capteurs, on n'a pas des noms, on n'a pas des adresses, on a des localisations, donc ça, c'est une autre chose. Quand elle est ouverte, elle est floutée, cette station. On ne sait pas vraiment où ça se passe. C'est la question qu'on pouvait se poser, en disant, ça c'est très bien, on voit la station, du coup on voit, il y a beaucoup de bruit dans cette station-là, les gens sont en vacances, je vais aller contrôler. J'ai posé ce genre de questions aussi. Moi je vais chez moi depuis 2017, j'ai un peu joué, mon fils était adolescent à ce moment-là, disant que rentré à quelle heure, cette nuit, là, en 11 heures, je pas mis pareil sur le capteur. Voilà, on peut aller loin. Après, qu'est-ce qu'on va faire de ça et où on va aller? Effectivement, c'est une vraie question. Et donc, on a aussi installé des capteurs dans les lieux publics type TV. Par exemple, je vous ai pas du tout parlé de ça, mais on a installé à Mayotte un capteur dans chaque mairie de Mayotte, qui s'appelle 17 mairies. Donc là, on a moins ce problème-là de big data, puisqu'on est dans un endroit public. Mais c'est une vraie question sur laquelle on s'est posé, et le Raspberry Shake, à un moment, ils ont voulu enlever ce foutage. On a dit non, vous ne pouvez pas, vous vous êtes engagé, parce que là, même quand ils vendent la station, vous pouvez acheter cette station rouge. Carte bleue, vous avez envie, vous pouvez l'acheter. N'importe qui peut acheter cette station. 1 000 euros. 1 000 euros, le certificateur, c'est 1 000 euros. Mais n'importe qui peut le faire. Et dans le site, le vendeur, il dit, je floute votre endroit. Donc si un jour il change, vous avez envie, vous les floutez. Donc voilà, cet aspect, il est regardé, on le regarde assez fortement. L'université, on a eu un soutien de l'université, il nous a demandé de regarder proprement tout ce qui est ce qu'on appelle la RGPD, etc. Effectivement. Mais derrière, on peut effectivement se dire, alors il y a un autre intérêt qui nous intéresse, c'est que quand vous allez faire tourner ces fameuses intelligences artificielles, il faut qu'ils voient les séismes et pas les autres choses. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait conscience que l'autre chose, c'est autre chose, c'est pas le séisme. Donc du coup, il va falloir qu'il apprenne sur autre chose. Donc c'est intéressant qu'il apprenne, et notamment, probablement le bruit de voiture qui passe, du vent qui claque, on va pouvoir le faire, mais l'étude de carrière, c'est quelque chose que nous avons traité. Il y en a énormément, vous ne pouvez pas imaginer. Je crois que dans une région, il y avait fait une étude sur les 90% des signaux qui ressemblaient à un tremblement de terre qui venaient de tirs de carrière. Donc les 10% de séismes, 90% encore plus. Surtout dans une région qui est peu sismique comme la France, l'ouest de l'Europe. On n'est pas en Italie, on n'est pas au Japon, on n'est pas en Californie. Donc ça c'est aussi un aspect, et ça c'est très important pour nous. Alors ça a deux avantages. Il ne faut pas arriver à discriminer, il faut dire que c'est un séisme, c'est pas un tir de carrière. Mais l'avantage du tir de carrière est très important pour nous aussi, c'est qu'on sait où il va aller. Le séisme, on ne sait pas où il est. On utilise les ondes de la propagation pour estimer où il est. Par contre, le tir de carrière, c'est exactement où il est, si on le mesure à une station, on va bien comprendre le processus de la propagation. Donc vous voyez, des choses qui peuvent être considérées comme des nuisances deviennent en fonction de ce qu'on fait des informations. Et ça explique pourquoi on fait l'enregistrement continu. On n'arrête jamais. Alors on pourrait discuter évidemment sur ce sujet longtemps, mais on va essayer de questions un tout de suite aussi. Petites données. Alors, vous ne pouvez pas aller voir les entretiens, c'est pas possible. Par contre, on a quand même un fichier sur la RGPD, et tout ce qui est données, même transcriptions, même s'ils sont anonymisés comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont sur des serveurs de l'université. Voilà.
pas sur les serveurs américains, souvent c'est un peu compliqué, donc toutes les données sont ici, sont à la maison, et que pour des projets de recherche. Une question sur les deux petites questions subsidiaires en fait. Comment tenez-vous compte des paramètres peut-être compte d'artefacts, des travaux environnementaux par rapport aux capteurs? S'il y a des gros travaux faits dans le coin, par exemple. Et la deuxième question, au niveau de l'analyse sociologique que vous avez faite, quelle est la proportion des gens qui sont intéressés par un retour de votre part? Voilà. Parce que vous avez commencé les chiffres. En ce qui concerne la question sur les retours, ça concerne, je suis en tête, mais 60% des volontaires souhaitent avoir un retour supplémentaire. Et le reste sont juste contents d'aider, et ça fait des années 60%. Voilà. Alors, pour les travaux, c'est comme les. En fait, on peut voir quelque chose sur vous. On va voir votre activité que vous avez à la maison. En fait, on se rend compte qu'on ne brûle pas trop de capteurs. À part avoir des enfants, une grande famille très excitée, on se prenne pas toute la journée à côté dans le canapé ou où on est. Donc, finalement, le bruit, il n'y a pas que de tout ça dans la maison, pas pour ça. Ce qui peut venir à la maison, on voit très bien, c'est les sondes de la machine à laver. Surtout, c'est l'ancien. Ça se voit très bien. La pompe à chaleur qui se met en route avec en fait, progressivement, on appelle le switch, donc on part à fréquence, si tu vois, fréquence, etc. Ça, on peut le voir, on peut un peu identifier. Après, tout ce qui est autour des travaux, ça va avoir un signal particulier. Une fourreuse, une laveuse, moi j'ai eu un moment des travaux chez mon voisin, avec une laveuse qui est venue, la maison elle s'est sautée du côté, ça durait dans la seconde, c'est pas du tout un signal sismique. Parce que déjà, la machine va avoir une fréquence continue, un signal multifréquentiel, il y a plein de choses qui sont dedans. Donc en fin de compte, on va avoir un certain nombre de critères pour essayer de le faire. Il peut y arriver un moment où on peut se poser des questions. Et on peut se poser des questions de quel type est l'événement. Là, on va aller voir plus loin. Et c'est ce que faisaient les analystes en allant chercher un peu plus en signal. Donc, une station peut se poser des questions, on va regarder d'autres stations à des azimuts différents, on va regarder d'autres choses, on va compléter, on travaille jamais sur une station. Et c'est ce qui alimente l'intelligence artificielle. On peut avoir quelques cas qui sont, on appelle tricky, un peu piégeants, sur lesquels c'est compliqué. Mais peu sur les travaux. Par contre, les travaux, peut-être que s'il y a des travaux à côté d'un hébergeur, pendant 2 jours, sa station, on ne prend rien en fait. Parce qu'ils sont tellement forts, à part un énorme séisme, on ne prend rien. Alors on peut toujours essayer de filtrer, mais voilà, on a un certain métier. Oui. Comment ciblez-vous les locaux ou la géographie? Oui. Alors, le choix, alors si on oublie le côté sociologique et les personnes, donc on parle du lieu physique. Alors évidemment que si on a un volontaire qui est à côté de l'autoroute ou à côté d'une voiture de fer, on va dire non. Donc typiquement ça, si ça répond aux questions. Donc on va regarder un peu ce qui se passe autour. Si c'est à côté d'une grosse barrière, on va dire on va essayer et on verra. On a déplacé peu de stations, mais on a déplacé quelques stations parce que ça ne fonctionnait pas du tout comme on le souhaitait. Donc là, on ne peut pas le savoir à l'avance. On part, c'est évident que c'est à côté de la gare, donc ça va compliqué. Mais dans notre cas, on découvre quelque chose et puis du coup, on va sélectionner. On a eu très peu de réorganisation, mais ça peut jouer. Et donc le lieu il est lié au bruit environnement. On ne va pas sortir de la ville, on va éviter quand même qu'il soit totalement bruité de façon importante. Oui.
les dates avec les critères associés pour savoir si c'était une fréquence liée au jour, à la journée. Et c'était tout le temps. Et c'est des vibrations qui secouaient le sol. Alors, je suis dans un peu plus, c'est un peu du 19e siècle, avec des murs qui sont très effets. Donc, c'est ça, parce que on intéresse que je passe à la cour de ces vibrations. J'ai interrogé tous les professionnels à côté, pour vous, tous les restaurateurs, pour savoir s'ils avaient mis en place une nouvelle installation. Et là, maintenant, j'ai toujours pas trouvé. Maintenant, c'est moins fréquent, et le sol bouge moins. Donc, peut-être que quelqu'un, quand j'ai investi, n'a pas dit ouvertement qu'il avait matériel à l'équipement, mais je pense que ça fait bien. Alors, la question est bien sûr, ça rejoint la question précédente, est-ce que quand vous avez des oscillations, est-ce que les oscillations permettent de remonter à la source, à savoir si c'est quelque chose de mécanique ou si c'est quelque chose, un mouvement qui vient du sol? Alors, il y a plein de choses dans les signaux. Là, alors, je réponds en termes de signaux, je ne réponds pas en termes de profession, parce que nous, on ne va pas analyser tout ce qui est contenu dans les signaux. Par contre, on a de temps en temps des personnes comme vous qui nous contactent en disant: moi, je suis dans un immeuble, il y a un séisme, on a des capteurs à proximité, mais j'ai des secousses, etc. Donc, la première question qu'on se pose quand il y a ce genre d'observation, déjà, aller voir les voisins. Est-ce que les autres voient la même chose? Est-ce que c'est quelque chose lié personnellement ou une hypersensibilité d'une personne? Donc, ça, c'est le premier point. Après, on dit, si c'est fréquent, on parlait déjà de propriété, parce que c'est propriétaire, il y a des trous, etc. Vous essayez d'investiguer. Et puis, il y a quand même l'aspect sécurité. D'ailleurs, s'il y a des vibrations, vous posez des questions qui sont importantes, et c'est pas. Ça, c'est un premier point, on va dire d'un point de vue général, et c'est ce qu'on, en général, si on répond, là, nous, on travaille sur les signes, on va pas travailler dessus. Après, un capteur, quand il est posé chez quelqu'un, il va mesurer cette vibration. Alors, l'intérêt du capteur, c'est que selon la vibration, il peut vous donner des informations intéressantes. Si votre vibration, c'est une secousse toujours à la même fréquence, et même si vous voyez qui se passe, on se dit tiens, c'est un phénomène intrépide. Ça va pas être la même chose que si c'est quelque chose comme un mouvement mélangé, qui fonctionne par pulse, etc. Donc il y a un certain nombre de choses où on peut dire bah, c'est une source ponctuelle, c'est une source entretenue, c'est quelque chose. Donc là, il peut y avoir des choses. Maintenant, on passe dans le traitement du signal avec des gens qui vont regarder. Donc, je dirais que c'est difficile, sauf à aller essayer de faire des retours et demander aux gens à quelle heure, parce que vous avez fait, ce qui se passe. C'est l'étape suivante, c'est d'avoir un capteur et d'avoir une mesure. Nous, on ne fait pas ça, c'est pas du tout notre métier. Mais par contre, ces capteurs-là, je veux dire, si quelqu'un, ce capteur ou un autre, quelqu'un qui vient installer un capteur chez lui et comprendre un peu ce qui se passe, c'est un peu d'analyse, des études, il pourrait faire des investigations comme ça. C'est pas évident quand même de remonter à la source de quelque chose, parce que nous, on va avoir un événement, c'est rarement une station qui vous donne une information complète, il faut souvent avoir un réseau de stations pour des choses, même si on voit des choses intéressantes sur une station, mais c'est plusieurs stations qui vont fonctionner. Donc là, on va dire que parfois ça peut être une colle. Après, il faut se poser la question de quelle est la nuisance et quel est le problème. Enfin, ça, c'est plutôt vous qui voyez que moi. Alors, quand je dis sur une compétence, je suis un peu frustrée parce que quand on a quelque chose, je suis jusqu'au bout et le fait que je n'ai pas trouvé en ayant fait ce que j'ai fait, je me pose toujours des questions parce que je ne sais pas quelle est l'origine et je vais bien dissocier l'assaisisme parce que bon, c'est vrai qu'à Strasbourg, depuis qu'on a dit que j'habite à Strasbourg, j'ai ressenti vraiment des secousses telluriques. Quelques secondes, on sait faire la part des choses. Ça, c'est une parenthèse. La deuxième question, c'est quand vous posez deux appareils de mesure, est-ce que pour la même zone, vous risquez d'avoir une secousse tellurique? Est-ce que vous prenez aussi bien quelqu'un qui dit on a là, je veux dire, une habitation de moi, ou alors, je leur envoie si vous compte du matériel utilisé, soit de la brique, soit souvent ou encore, parce que là, la vibration, elle doit être ressentie d'une manière complètement différente, en fait, alors, il y a deux aspects, je rappelle les deux aspects. Mesurer une onde carrée, son temps. Alors, peu d'impact du bâtiment. Parce qu'en fait, le bâtiment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir
ou peut-être des en résonance. Dans nos volontaires, on a quelques personnes qui habitent dans des maisons alsaciennes aussi, planchées en béton. Alors évidemment, on fait des maisons en maçonnerie avec un plancher en béton, elle est plus rigide, elle se fait de façon différente, une maison en bois, avec des planchers en bois, une maison des années 50, avec des briques et puis le plancher en bois, il y a des comportements qui sont un peu différents. Et quand on sort vraiment près du sol, cet effet est vraiment différent. Et donc on travaille là-dessus. On n'a pas exclu, mais c'est vrai qu'on n'a pas spécialement cherché des maisons en bois ou trop anciennes. On a trouvé un moment où il y a un compromis entre les besoins sociaux, le besoin à l'eau, la possibilité d'avoir le facteur, la localisation, les volontaires tout simplement. Si on sait que vous intéresse, il y en a qu'un, on va dire, on va quand même essayer, on va voir. On n'a pas eu de critères d'exclusion, mais on est bien conscient, et quand on va l'installer, on prend note du type de bâtiment dans lequel on est. On ne le met pas de façon aveugle. On veut savoir, et on va aller voir un peu plus loin, est-ce que c'est une maison en briques, est-ce que c'est une maison en pierre, est-ce que c'est une maison en bois, est-ce que c'est un appartement au premier étage d'un immeuble qui fait 12 étages ou 2 étages, tous ces chiffres d'information. Merci, c'est la dernière question. Bonjour. Vous avez aussi parlé de réseau privé, si j'ai compris un moment. Vous m'entendez? Vous avez accès ou pas? Parce que sur le moment, c'est juste pour pas. Et les réseaux privés, qu'est-ce que c'est? C'est des réseaux de connectivité de la géothermie ou c'est des demandes industrielles? Alors je reprends la question. Donc la question qui est posée, c'était on parlait de réseaux privés dans l'implantation. Et est-ce que qui étaient ces réseaux privés? L'accès. Et l'accès aux données. Donc les réseaux privés, en fait, ce n'est pas des citoyens privés, c'est effectivement des industriels. Mais pas industriels, toute industrie. Donc en fonction des industries, il y a des obligations d'avoir des réseaux de surveillance, notamment les géothermiques, ils ont une obligation de créer, d'avoir un minimum de réseaux de surveillance. Et c'est eux qui payent et c'est eux qui ont ces stations. Parmi ces stations, alors j'espère pas faire tolérant, mais je vais rester au premier niveau, il y en a une qui est partagée avec l'observatoire. Ils sont obligés de la partager avec eux. Donc ça, c'est une station partagée en temps réel, on la met dans le réseau. Mais ils ont d'autres stations, et ces stations, ils ne les partagent pas avec nous, sauf en cas d'événement qui dépasse un certain seuil. Et là, alors je suis moins dans cet aspect juridique, mais je pense que c'est rien qui m'impose. Toi, tu pourras en parler un peu plus. En fait, ils sont obligés de nous fournir les données qui correspondent à cet événement pour qu'on puisse aller investiguer plus loin de nous. Et donc, on les a de façon plus ou moins facile, pour parler des choses différemment. Mais en tout cas, il y a une obligation de donner ces informations. Je vous parlais des Microsoft. Souvent dans ces entreprises-là, les gens ils sont formés en sismologie et il y en a certains qui sont passés par l'information aussi. Donc on les connaît aussi, donc c'est pas comme des relations de soumission ou quoi que ce soit, mais on connaît les réseaux, et puis il y a un truc qui ne va pas, et on les revérifie parce que ça, on comprend pas n'importe quoi. Donc voilà, en fait, les réseaux privés, ce sont les réseaux d'industriels. Et il y a des règles, selon le type d'industrie, d'avoir des capteurs, et dans ces cas, typiquement en géothermie, il y a besoin d'avoir ce genre de choses. Donc là, il y a sur une Kirch, il y a une station qui est partagée du minimum, sur nord de Strasbourg, etc. Et dans les différents projets. Et donc après, c'est l'événement, il a dépassé un certain niveau, c'est l'événement qui est ressenti, qui sont censés vous fournir les deux. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, comme ça, on va rajouter forcément un peu le nerf de la guerre pour les industriels, parce que forcément c'est une notion privée qui doit être utilisée. Et un argument qui est en monstrueux, si on oublie même la question de la cynicité et des cynismes induits, c'est que moi j'ai mis mes capteurs, mes données elles sont à moi, si je les envoie en public, c'est à mes concurrents pour avoir accès à ces données et faire des informations sur le sous-sol, éventuellement faire un autre projet à côté de moi. Ça les intéresse. Et actuellement, je parle, il y a actuellement des réunions entre scientifiques et industriels et l'agriculture pour essayer justement d'ouvrir ces données et qu'on ne se retrouve pas, encore une fois, avec ces systèmes d'infos ou avec un software, où on doit se contenter, même si vous avez vu que c'est super efficace, de notre besoin de utiliser plus de données côté industriel. Merci beaucoup. Non, parce que c'est sur le même sujet, et en fait, les hébergeurs ils sont sensibles au fait qu'on ait des stations ouvertes, et qui sont des stations qui sont justement pas privées, pas liées aux industries. C'est-à-dire qu'on a une mesure autre que l'industrielle. Ça ne veut pas dire que les industries ont des images qui font mal leur boulot, mais ça donne aussi d'un point de vue citoyen en disant peut-être que dans certains cas, ils n'auraient pas envie de nous donner des données.
celle-là, il semble que c'est un petit peu juste le complément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière conférence de l'année universitaire et on vous retrouve l'année prochaine, 22 septembre. C'est la première conférence de l'année universitaire. Et ouais, c'est ça. On l'a vu avec la question de la dame. Ouais, mais c'était sûr. C'était sûr. Alors, le zoom qui s'est fait, c'est éclaté. Bon, je pense que cette. Oula, ça va pas être enregistré là. Ah non, bah. Ah là, Maintenant, vu qu'il bah, tant pis. il a été éteint. C'est pas grave. Parfois, il y en a qui ne veulent pas qu'on les enregistre. On nous donne d'enregistrer. C'est pas une espèce de science exacte où il faut que ce soit là chaque fois. Après, oui, au pire, on passe le diapo déjà. Oui. Alors. Bon,